La Suisse est un pays particulier. Jusqu'en 2010, chaque canton avait une totale autonomie pour ses programmes scolaires. Après une longue négociation et plusieurs allers-retours entre les instances cantonales responsables, une harmonisation fédérale a pu voir le jour en ce qui concerne l'âge d'entrée à l'école et le nombre d'années qui constituent l'école obligatoire. Il s'agit d'Armos. Quant à ce qui équivaut, dans les autres pays, au programme scolaire, les cantons romans et le Tessin ont convenu d'un plan d'études roman que l'on abrège PER, notre père à tous. Les cantons alémaniques se sont mis d'accord quelques années plus tard pour le Lehrplan 21. Mais quelles sont les plus grandes caractéristiques de ce plan d'études roman? Tout d'abord, nous pouvons observer une volonté de regrouper les disciplines classiques, héritage d'une école calquée sur le monde universitaire, en domaines disciplinaires. Ainsi, les 3 langues deviennent simplement langues. On a regroupé maths et sciences de la nature et l'environnement pour donner le domaine maths et sciences de la nature. Géographie, histoire, citoyenneté et religion deviennent sciences humaines et sociales. Activités créatrices sur textile, activités créatrices manuelles, dessin et musique se retrouvent dans les arts. Et la gymnastique, le sport et l'éducation familiale se retrouvent dans corps et mouvement. Mais le PER ne se contente pas de ces regroupements. Il cherche à aller plus loin, à faire en sorte que l'école lutte contre le saucissonnage disciplinaire, décrié notamment par Develay en 1996 déjà. L'école enseigne des savoirs démontés sans donner les clés qui permettent de les remonter selon des logiques autres que disciplinaires. S'obliger à l'interdisciplinarité autour de questions d'actualité forcément complexes est un défi que le système scolaire doit relever s'il ne veut pas enseigner des savoirs qui apparaîtront de plus en plus désuets. Il n'est pas le seul penseur de l'éducation à aller dans ce sens. Pernoud, Jordan, Mérieux, Morin, pour ne citer que les plus connus, ont avant ou en même temps que lui revendiqué cette ouverture de l'école sur le monde réel et actuel. Le PER s'y emploie donc, et voici ses principales caractéristiques. Sa plus grande originalité se trouve dans sa présentation graphique en forme de flèche que lui ont donné ses auteurs. En effet, si les domaines disciplinaires forment le corps de la flèche, sa pointe est formée de 5 items regroupés sous l'intitulé de « formation générale » et de 5 capacités transversales. Au bout de la flèche, l'objectif final qui est le projet global de formation de l'élève. Cette représentation graphique a une symbolique extrêmement forte. En plus de donner une direction, les couleurs très vives des domaines disciplinaires disparaissent pour faire place à un gris légèrement coloré qui symbolise voire la transdisciplinarité, mélange subtil de l'ensemble de tous ces ingrédients. Mais au-delà des intitulés, qu'est-ce qui se cache derrière la formation générale et les capacités transversales? Pour le savoir, il faut se rendre dans les commentaires généraux. Voici quelques extraits qui m'ont paru tout particulièrement représentatifs. La formation générale permet de clarifier et de rendre opérationnels des apports qui ne relèvent pas uniquement des disciplines scolaires et permet d'aborder les questions socialement vives. Une question socialement vive est une question d'actualité qui touche la société. La Covid-19 en est une, au même titre que les changements climatiques, la consommation de viande, l'exploitation des matières premières ou la disparition de la biodiversité, pour ne citer que les plus médiatisées actuellement. De telles questions ne peuvent se limiter à des connaissances issues d'un seul domaine disciplinaire. Elles obligent donc à l'interdisciplinarité. Le rôle de la formation générale est donc de mettre en évidence l'importance d'initier les élèves, futurs citoyens, à la complexité du monde, à la recherche et au traitement d'informations variées et plurielles, à la construction d'argumentation et au débat. Qui dit complexité, dit capacité à tisser des liens, à développer son sens critique, à adopter une vue globale, systémique et non pas unilatérale. Sur de tels sujets d'actualité, les moyens officiels, c'est-à-dire les manuels scolaires et autres documents destinés à l'enseignement, ne suffisent pas. Il est du devoir de l'enseignant d'apporter d'autres sources d'informations, proposant également des points de vue différents, ceci afin de favoriser cette construction d'argumentation.
Enfin, débattre ne se limite pas à posséder une belle rhétorique. Bien des compétences y président, en commençant par la capacité à écouter l'autre et à accepter des avis divergents. La formation générale identifie des objectifs précis, en propose une progression cohérente tout au long de la scolarité et les met en lien avec les apports disciplinaires. En particulier, elle rend visible la nécessité et la façon de mettre en commun des connaissances et compétences développées dans des domaines disciplinaires en cohérence avec l'éducation en vue d'un développement durable visé par le projet. Cette dernière citation dit clairement que les thématiques de la formation générale vont servir de lien pour donner du sens au savoir disciplinaire. Elles vont jouer le rôle de fil rouge en offrant la possibilité d'acquérir des connaissances et des compétences dans tous les domaines du PER. Et l'une des meilleures pédagogies pour y parvenir est celle du projet. Cette dia, tirée directement du PER, montre comment la formation générale y est présentée et comment les domaines disciplinaires lui sont liés. Nous voyons par exemple que pour choix et projet personnel, tous les domaines sont convoqués. Je me suis permis d'ajouter à ce schéma d'autres liens interdisciplinaires. En effet, si nous abordons un sujet typique de développement durable dans l'item interdépendance, sociale, économique et environnementale, d'ailleurs, cette manière de rendre interdépendants ces trois domaines, cela me rappelle vaguement quelque chose. Ne serait-ce pas la définition du développement durable, ces interdépendances ? Donc, si nous abordons un sujet typique de développement durable, il y aura forcément des textes écrits et oraux à comprendre ou à produire. J'ai donc ajouté la langue 1. De même, décrypter une image, une photographie, les paroles d'une chanson, le rythme d'un slam, etc., fait également appel aux arts. Idem si l'on parle de démocratie et que l'on analyse des affiches des différents partis politiques dans un exercice portant sur la communication dans un État démocratique. Et envisager une thématique de santé et bien-être sans la situer dans le domaine des sciences humaines et sociales me paraît difficile. Bref, ce qui différencie la formation générale des domaines disciplinaires, c'est cette volonté affichée d'aborder des aspects d'éducation et surtout de transmission de valeurs. Transmettre des valeurs me paraît quelque peu dogmatique. Et surtout, quelles valeurs va-t-on transmettre ? Et est-ce le rôle de l'enseignant de transmettre des valeurs ? Ne risque-t-il pas de transmettre surtout ses propres convictions ? Personnellement, je préfère parler de clarification des valeurs. Car lorsqu'on les clarifie, il est nécessaire d'en prendre conscience, de les confronter à celles des autres et d'exercer son esprit critique pour définir celles que l'on désire défendre. Tout ceci me fait penser aux capacités transversales. Car de l'autre côté de la pointe se trouvent donc les capacités transversales. Celles-ci, au nombre de 5, peuvent être considérées comme les principaux outils pour développer l'essentiel des compétences dont l'élève du XXIe siècle a besoin. Car derrière chacune de ces capacités se cache une foule de gestes qu'il va falloir exercer. Par exemple, la collaboration nécessite de bien se connaître soi-même avant d'être capable de prendre en compte l'autre, de le respecter dans son altérité afin de pouvoir avoir une action positive et constructive dans un groupe. La communication passe autant par la capacité à décoder les implicites du langage afin de s'adapter à n'importe quelle situation de communication que d'analyser et d'exploiter les ressources. Dans ce domaine, l'esprit critique est de mise afin de vérifier les sources des informations reçues. Enfin, il s'agit de développer les habiletés pour permettre une circulation optimale de l'information. Les stratégies d'apprentissage commencent avec la gestion des tâches à réaliser. Parallèlement, et pour réussir cette gestion, l'élève doit acquérir des méthodes de travail qui lui conviennent. Il doit donc apprendre à apprendre et passer par des phases de métacognition pour définir la pertinence dans le choix de la méthode. Enfin, il est important que les choix effectués ne soient pas dogmatiques, mais présentent une ouverture et une certaine dose de créativité qui va permettre à l'élève de rebondir dans n'importe quelle situation. Ceci nous conduit à la 4e capacité, la pensée créative. Celle-ci participe à l'innovation en favorisant la pensée divergente, mais également en tentant de tirer parti de ces idées nouvelles pour explorer de nouvelles voies et les exploiter. Mais la pensée créative fait également partie intégrante des compétences émotionnelles, dans le sens où l'élève va pouvoir identifier et exprimer ses émotions.
Last but not least, comme disent nos amis anglophones, la démarche réflexive est celle qui va conduire autant à la résolution de problèmes qu'à la pensée critique. Tout d'abord à travers une capacité à se décentrer et à remettre en question, puis dans l'élaboration d'une opinion personnelle. Nous retrouvons là les ingrédients de la clarification des valeurs évoquées précédemment. Ainsi, cette flèche peut changer l'organisation du temps et des disciplines. Comme nous venons de le voir, elle décloisonne les disciplines et donc autorise une approche beaucoup plus souple de la grille horaire, voire pas de grille horaire du tout, pour autant que les objectifs soient atteints. Elle peut changer les choix pédagogiques. Pédagogie active, de projets, découvertes, investigations, pose et résolution de problèmes, expérimentation, débat, etc. favorise l'interdisciplinarité et donne du sens aux apprentissages. Elle peut également changer la vision philosophique de l'éducation, en apportant une dimension éducative importante à travers l'éducation au développement durable, l'éducation citoyenne, la santé, etc. Elle focalise sur les compétences et non plus sur les connaissances et autorise de questionner nos valeurs. Donc oui, le développement durable et son éducation font bien partie intégrante du PER. Mais cela ne nous dit toujours pas en quoi consiste réellement cette éducation. Pour le savoir, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la manière dont le PER intègre ces éléments transversaux au sein même des disciplines, prenez encore 3 minutes et suivez-moi pour découvrir ce qui s'y cache. Comment le PER intègre-t-il ces objectifs transversaux dans les domaines scientifiques ? Comme bien souvent, si l'on veut arriver aux finalités des domaines disciplinaires, il faut s'éloigner des objectifs plus opérationnels et entrer dans les pages que personne ne lit ou si peu de monde. Nous allons donc faire un petit tour d'horizon des intentions. Ainsi, dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous pouvons lire « Acquisition de compétences nécessaires à la compréhension du monde dans lequel on vit pour s'y insérer et contribuer à son évolution dans une perspective de développement durable ». Les sciences humaines et sociales permettent à l'élève de situer les enjeux sociaux, économiques, politiques, environnementaux et culturels, on se retrouverait presque dans le développement durable, dans leur dimension spatiale et temporelle. Il permet d'acquérir des savoirs et des repères indispensables à la compréhension du monde actuel. Il l'invite à comparer l'ici et l'ailleurs, le passé, le présent et le futur, développant ainsi la capacité de mise en perspective de distanciation nécessaire à la compréhension des réalités sociales dans leur dimension spatiale et temporelle. Autant d'objectifs qui se rapportent aux thématiques abordées par la formation générale et nécessitant les outils que proposent les capacités transversales. Il en va de même pour maths et sciences de la nature. Pouvoir comprendre les enjeux des choix effectués par la communauté, de suivre un débat sur un sujet et d'en saisir les enjeux principaux. Acquérir souplesse d'esprit et capacité de concevoir permettant d'agir selon des choix réfléchis. Prendre conscience des conséquences de leurs actions sur leur environnement. Identifier des questions, développer progressivement la capacité de problématiser des situations, de mobiliser des outils et des démarches, de tirer des conclusions fondées sur des faits, notamment en vue de comprendre le monde naturel et de prendre des décisions à son propos, ainsi que de comprendre les changements qui sont apportés par l'activité humaine. Se montrer capable d'évaluer des faits, de faire la distinction entre théorie et observation et d'estimer le degré de confiance que l'on peut avoir dans les explications proposées. Nous y retrouvons les compétences réflexives, la clarification des valeurs dans la capacité à prendre des décisions et l'esprit critique pour estimer le degré de confiance que l'on peut avoir dans les informations obtenues. Le tout avec un subtil mélange de complexité. Enfin, dans Corps et Mouvement, une responsabilité en lien avec la capacité à se décentrer et à tenir compte de l'autre est mise en avant. Instaurer chez l'élève un rapport actif et responsable à son propre corps, à celui d'autrui et à son environnement. Mais également, l'éducation nutritionnelle contribue à faire de l'élève un consommateur autonome et critique en le sensibilisant notamment à l'importance du tri des déchets et à une gestion raisonnée des ressources naturelles. Des thématiques de développement durable, qui peuvent également être des questions socialement vives, sont donc posées, présentées au travers de la réflexion sur ce qu'est un consommateur autonome et critique, ainsi que celle portant sur la gestion des ressources naturelles.